Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci à vous de votre inscription pour ce webinaire. Donc voilà, on va vous proposer, alors c'est surtout Pauline et Camille qui vous proposent ce webinaire d'1 heure sur les troubles de la succion, pour déjà aborder certains points. Voilà, le webinaire il est organisé donc par l'IFCOPS, qui est un organisme de formation qui existe depuis 2021 et qui propose de la formation justement pour les ostéopathes, forcément. Donc voilà, sur différents thèmes et notamment sur ce thème des troubles de la succion. Voilà, une formation qui est animée par Pauline et Camille. Voilà, nous on propose des formations principalement sur Lyon, on intervient aussi sur Bordeaux, sur Strasbourg, voilà, et ponctuellement dans d'autres régions. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, histoire que vous ne perdiez pas trop de temps. Le but, c'est que vous puissiez voilà, participer à ce webinaire. Pour le fonctionnement, n'hésitez pas, il y a une partie de chat si vous voulez poser des questions. Il y a un petit bouton pour lever la main, comme à l'école. Voilà, pareil, si vous voulez poser des questions à Pauline et Camille, je pense que vous avez peut-être prévu un petit temps question à un moment. Oui. Voilà, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je ne vais pas plus m'attarder. Je vous laisse pour attaquer le webinaire. Je crois que vous êtes un bon petit nombre quand même. Bah oui, effectivement. Voilà. Logiquement, on vous mettra à disposition après un petit replay. Alors, on fera quelques retouches, un petit montage avant que vous y ayez accès. Donc voilà, vous l'aurez peut-être pas tout de suite, mais on vous mettra à disposition un replay là, sur une petite période de temps réduite. Donc voilà. Je laisse la place à Pauline et à Camille. Et puis, bon webinaire, posez des questions, écoutez bien et profitez-en. Allez, bon webinaire. Merci Benjamin. Est-ce que tu nous vois bien l'écran déjà qu'on partage? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de partage d'écran? Super, merci pour les pouces, parfait. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire tout d'abord, avant qu'on se présente, que c'est notre première fois en ligne avec Camille, que nous ne sommes pas des génies de l'informatique. Donc vraiment, s'il y a un bug, n'hésitez pas à le dire. Parce que c'est notre première fois, voilà, en webinaire. On a l'habitude en présentiel, mais pas en webinaire. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va démarrer. On voulait tout d'abord se présenter. Donc, moi, je suis Pauline. Je suis ostéo depuis 2017, donc bientôt 10 ans. Je me suis tournée directement vers la périnatalité, la pédiatrie. J'ai fait plusieurs formations dans ce cadre-là et en particulier sur la sphère ORL et sur la FAS. J'ai aussi passé un diplôme de conseillère en allaitement. Voilà, parce qu'en fait, je me suis aperçue que plus on développait le côté pédiatrique et la sphère orale, et moins j'avais d'infos sur l'allaitement, parce que on nous informe absolument pas là-dessus. En tout cas, à l'époque, dans les cours, on avait zéro information sur l'allaitement. Donc voilà, et du coup, avec Camille, on se connaît depuis le temps des études. Alors, bonjour à tous, moi je suis Camille, je suis ostéopathe diplômée aussi du Collège ostéopathique de Bordeaux depuis 2017. J'ai complété mon parcours avec un DU de périnatalité à la faculté de Bichat à Paris. Et ensuite, je me suis spécialisée aussi dans la sphère oromyofaciale en traitant justement en allaitement et puis en faisant des formations plus spécifiques ORL pédiatrique et orthodontie avec des organismes spécialisés là-dedans. Et en 2024, j'ai aussi enseigné au COP, ce qui m'a donné encore plus envie de transmettre. Voilà. Alors, pourquoi se former en tant qu'ostéopathe sur la succion? Tout simplement parce que c'est un des premiers réflexes archaïques qui est essentiel à la survie du nouveau-né. Elle constitue la base de l'alimentation, ça permet l'oralité, mais aussi la régulation émotionnelle dans la succion nutritive et donc du coup aussi dans le lien parent-enfant avec l'allaitement. Pourtant, dans les premières semaines de vie, ce mécanisme il peut être perturbé par plusieurs choses et ça peut entraîner des grosses difficultés d'alimentation, de croissance ou tout simplement des problèmes d'inconfort. Selon les dernières données disponibles, on pense qu'il y a entre 25 et 35% de nourrissons nés à terme qui présentent aucun problème de santé, qui ont des troubles de succion ou d'oralité.
Ce chiffre, il grimpe jusqu'à 70% chez les bébés nés prématurément ou avec des pathologies. Donc, en fait, c'est quand même un très gros panel de petits patients que vous suivez au cabinet. Chez les enfants d'âge préscolaire, ça monte quand même jusqu'à 40% aussi d'enfants qui ont des troubles alimentaires. Voilà. Donc nous, en tant qu'ostéopathe pédiatrique, on est en première ligne et donc on les voit, ces bébés, on entend ces parents qui nous disent qu'ils pleurent au sein, qu'ils pleurent au biberon, qu'il y a de l'inconfort, qui souffrent de reflux, de coliques, des troubles du sommeil, tout ça. Et en fait, tous ces signes, ils peuvent être liés à un trouble de la succion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à aller investiguer. Allez, on va vous présenter les petits objectifs de ce webinaire. Donc, on va comprendre la physiologie de la succion, identifier les signes d'alerte, découvrir les principales causes, les impacts possibles et enfin comprendre l'intérêt d'une évaluation clinique, c'est vraiment le cœur de notre métier. La physiologie de la succion. Donc, la succion, c'est une fonction essentielle qui est vitale dès la naissance, comme vous disiez Pauline. Elle va permettre l'alimentation, plus important sur les premières semaines de vie, et va surtout participer au développement orofacial, ce qu'on va développer pas mal durant cette petite heure. Alors, excusez-nous, il faut aussi accepter les gens qui arrivent en cours de route. Sur l'anatomie de la succion, donc là on va passer rapidement, normalement tout le monde a des connaissances là-dessus, on va juste récapituler vite fait. Donc vous avez la langue, qui est évidemment l'acteur principal là-dedans, qui est composé de 17 muscles, 8 pairs et 1 impair. Le palais, évidemment, que vous allez pouvoir venir stimuler avec cette langue. La mandibule, les lèvres, bien sûr, très importantes dans les premières années de vie. Les muscles suprayoïdiens et l'innervation avec les nerfs crâniens. Pardon. Hop là. On a des petites animations qui se mettent. Excusez-moi. Alors, l'anatomie de la sphère orofaciale du nourrisson présente vraiment des différences avec celle de l'adulte. La cavité orale, elle est beaucoup plus petite. Elle est entièrement remplie par la langue, qui est proportionnellement bien plus volumineuse que chez l'adulte. Du coup, le palais mou est plus long et en contact avec l'épiglotte au repos, ça permet de créer une barrière protectrice des voies aériennes pour la déglutition. Le larynx et le cartilage hyoïde sont situés plus haut en avant, juste là, et sont donc plus proches de l'épiglotte, ce qui permet aussi la protection des voies aériennes. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'anatomie est différente. Du coup, forcément, la physiologie est différente. Et ça, c'est important d'en avoir connaissance et de le prendre en compte dans votre évaluation. Hop. Du coup, la langue, son rôle principal, c'est de créer une dépression intra-orale. Elle permet un mouvement péristatique comme ceci. Ça permet l'avancée du bol alimentaire et elle stabilise le mamelon. Donc voilà, Camille nous montre, elle stabilise le mamelon en se mettant en gouttière autour du mamelon pour qu'il y ait un maintien du mamelon en bouche. Il n'y a pas besoin de faire ça sur la succion au biberon. Ça, on le développe plus tard. Donc, dans la physiologie de la succion, il y a une coordination essentielle. La succion va reposer sur cette coordination, la succion, déglutition, respiration. Donc, cette coordination est appelée SDR. Elle va être mature vers 32-34 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est hyper important de le savoir, c'est que c'est vraiment mis en place très tôt. Dans la déglutition, vous allez avoir plusieurs stades, temps buccal, temps pharyngé et temps œsophagien. Le temps buccal et le temps pharyngien, ils sont plus intriqués chez les nourrissons du fait de l'anatomie, comme vous disiez Pauline juste avant. La succion déglutition est une séquence motrice réflexe dont le centre de commande est bulbaire et donc va donc impliquer la mise en jeu et l'activité synchrone des muscles striés innervés par les 5 nerfs crâniens. Vous avez une différence à faire avec le bambin, notamment lié à l'éruption dentaire et l'évolution de la déglutition. Donc en fait, chez le nourrisson, vous allez avoir une déglutition qui est dite infantile, parce que vous avez la langue qui est large, bien en avant, qui est souvent interposée entre les gencives, c'est
très visible lors de l'allaitement. La succion, elle va être dominante. Vous allez avoir vraiment les lèvres qui vont participer dans cette stabilisation avec les mâchoires qui sont peu stables. La déglutition, elle va être réflexe et automatique. Donc ça, c'est vraiment physiologique et nécessaire à la survie. Avec la croissance, justement, la déglutition va évoluer. Vous avez l'éruption dentaire, le développement de la mastication avec la diversification et les textures qui sont mises en place, et aussi une maturation neuromusculaire. Donc la langue, elle va du coup pouvoir reculer et s'élever vers le palais. D'accord ? On va avoir vraiment un placement. Au lieu de vraiment venir s'interposer, on va vraiment avoir une élévation. Donc, chez l'enfant plus grand, on dit que c'est à peu près à partir de 6 ans, c'est là où vous avez les dents de 6 ans qui apparaissent. Ou chez l'adulte, du coup, la déglutition devient mature et la langue va vraiment se plaquer contre le palais sans passer entre les dents. Les dents, elles, donc, maintenant, vont être en contact et les lèvres et les muscles périoraux sont relâchés à ce moment-là. Hein. Les petits, quand ils déglutissent, vous avez beaucoup de mimiques avec les lèvres. Sur une déglutition mature qui est correcte, vous êtes normalement censé rien observer. La déglutition est à ce moment-là volontaire et coordonnée. Donc, si la déglutition infantile persiste au-delà de l'âge attendu, c'est là qu'on aura alors un risque de troubles oromofaciaux, de malocclusion, de respiration buccale, troubles ORL et ou alimentaires. Oui, donc je reviens sur ce que disait Camille. Vraiment, chez le tout petit, chez le nourrisson, la succion, déglutition est un réflexe, ce n'est pas un acte volontaire. Donc, un bébé, quand vous lui mettez un doigt dans la bouche, une tétine ou quoi que ce soit, il doit y avoir un réflexe de succion derrière. C'est important à enregistrer. Une absence de réflexe de succion, c'est qu'il y a des difficultés. Voilà. Alors, la succion dans l'allaitement, parce qu'il faut distinguer la succion dans l'allaitement et la succion au biberon. Dans l'allaitement maternel, pour une succion efficace, le bébé il procède de la façon suivante. Il ouvre grand la bouche pour attraper le sein avec les lèvres qui sont complètement retroussées autour de celui-ci. La tonicité des lèvres, des joues et de la mâchoire inférieure dépend l'étanchéité de la bouche et la stabilisation du mamelon, qui lui, le mamelon doit arriver au niveau du palais mou. Donc le palais mou, c'est vraiment à partir de la suture cruciforme pour les ostéopathes, parce que je sais qu'il y a aussi d'autres professionnels qui sont là. Donc la suture, la partie antérieure, palais dur, partie postérieure, passer la suture cruciforme, palais mou. Voilà. Les mâchoires du nouveau-né, elles exercent une pression autour du mamelon, en particulier au niveau des sinus lactifères qui se situent sous l'aréole afin que le lait puisse s'écouler grâce à la dépression intrabuccale. Ce phénomène, il se produit grâce à la pression exercée par la mâchoire supérieure sur le sein qui s'oppose à celle de la langue et de la mâchoire inférieure. Donc oui, il y a une pression qui se met, mais en fait, c'est pas que le mouvement de la mâchoire supérieure sur inférieure qui joue, c'est vraiment aussi le mouvement de la langue. Et ce jeu de pression, il permet de faciliter l'éjection du lait. Pour maintenir le sein dans la bouche, le bébé il effectue une succion qu'on dit permanente. La langue, elle est l'élément central de la succion. Elle effectue diverses actions et qu'on verra grâce à 17 muscles. C'est un organe qui bouge grâce à 17 muscles. Elle recouvre d'abord la gencive inférieure, puis elle effectue des mouvements antéro-postérieurs, rythmiques et ondulatoires. Donc, c'est le mouvement de péristatisme dont on vous parlait. Donc, et tout ça à intervalles réguliers, ce qui permet de plaquer le mamelon contre le palais, de l'aplatir et d'allonger l'aréole et le mamelon. On parle de succion pleine dans la mesure où la langue se positionne sous les gencives pour effectuer de larges mouvements d'ondulation. Voilà, ça c'est une étude de 2010 qui parle de succion pleine, c'est l'étude de Greenfender. Ce type de succion, ça nécessite une très forte tonicité. Ça entraîne l'activation de nombreux muscles. Voilà, ça c'est vraiment la chose à retenir de la succion au sein. C'est un effort physique qui fait intervenir de nombreux muscles. A contrario, la succion au biberon, c'est un mécanisme qui est légèrement différent. Tout d'abord, le bébé va ouvrir moins grand la bouche, il y a une moins grande amplitude pour attraper la tétine et du coup, elle est inférieure à celle de prendre le sein.
En effet, une tétine, c'est toujours plus rigide, ça pénètre tout seul et ça se maintient plus facilement en bouche. Du coup, la langue, elle joue un rôle moins important. Elle reste derrière les gencives, elle se met sous la tétine et seule sa pointe s'active pour téter. C'est du coup, dans la même étude, on parle d'une succion pauvre, à la différence de la succion pleine au sein. En effet, le lait, il coule tout seul et ça ne nécessite pas l'intervention de la langue, qui ne peut pas étirer la tétine qui est plus rigide, les mâchoires qui n'ont pas besoin de créer de dépression intrabuccale pour que le lait sorte. Voilà, donc en fait, il y a une activation moindre des muscles. Il y a beaucoup moins de muscles qui travaillent sur la succion au biberon. Lorsque la succion du bébé est efficace, le lait il coule assez rapidement et celui-ci est amené à exercer avec sa langue un mouvement de piston en la plaquant contre l'extrémité de la tétine. Donc, vous voyez vraiment, c'est juste la langue se place au tout début de la tétine pour pouvoir gérer le flux. Et du coup, pour reprendre sa respiration, le bébé peut lâcher la tétine tout en la gardant en bouche. Le flot de lait ingurgité est bien plus rapide. Il est nécessaire alors que la succion soit plus lente pour que le bébé ne suffoque pas. C'est vraiment la grosse différence. Le flux qui s'écoule dépend surtout de la tétine, du débit de la tétine et de l'inclinaison du biberon, et non plus de l'effort que le bébé fournit. Voilà. Bon. Mis à part si la maman présente un réflexe d'éjection fort. Mais voilà, sinon, effectivement, ce n'est plus l'effort de succion du bébé au sein qui fait venir le débit de lait. C'est le lait, il coule tout seul en fonction de comment les parents inclinent le biberon et du débit de la tétine choisi. Ça, c'est vraiment c'est très important de le comprendre. Allez, maintenant, on va aller identifier les signes d'alerte. Quand est-ce que vous allez pouvoir suspecter un trouble? Donc, évidemment, ça, c'est dès l'arrivée au bureau, il faut poser plein de questions et des questions orientées. Donc, les signes chez le bébé, ça va être des temps de repas anormaux, une fatigabilité, comme on vous l'a expliqué, ça met en place plein de muscles, donc évidemment derrière une fatigabilité, des bruits lors de l'alimentation, donc que ce soit au sein ou au biberon, hein, ça c'est important, on ne distingue pas là pour le coup. Une agitation, des pleurs, des fuites de lait, une prise d'air, des gargouillements. Alors, vous avez aussi un autre signe possible qui vont souvent être énoncés par les parents, là, plus rapidement. Donc, ça va être des reflux, des coliques, des fausses routes ou une prise de poids insuffisante. Vous avez aussi des signes chez la maman qui peuvent être des petits drapeaux chez vous à vous dire, mince, là, il faut que j'aille voir quelque chose. Douleur pendant l'allaitement, très important. Des crevasses, hein, le fait d'être blessé. Un engorgement, ça c'est souvent qu'il y a un mauvais transfert, donc le bébé doit pas bien vider, pas bien téter. Et évidemment, une baisse de lactation, d'accord? Ça c'est important parce que souvent, les troubles de la succion, ils peuvent être un petit peu pris pour des troubles digestifs. Donc c'est pour ça que c'est à vous de l'avoir en tête pour poser les bonnes questions et investiguer correctement derrière votre évaluation lors de votre bilan. C'est pour ça qu'on trouve que c'est très intéressant de se former là-dessus pour aller voir la succion quoi qu'il arrive. Les principales causes. Alors, les principales causes des troubles, des troubles de la succion en termes anatomiques. Donc, en numéro 1, on va retrouver donc, les freins restrictifs buccaux. On a les freins labiaux, donc de la lèvre supérieure. Donc, restrictif, c'est quand l'insertion se fait au niveau de la papille de la gencive qui descend trop bas, qu'il est trop court. Et on a surtout les freins linguaux, restrictifs linguaux. Donc, il y a plusieurs classifications possibles. Il y a la classification de Colliros, la classification de Kotlow. On ne peut pas toutes vous les énumérer aujourd'hui. Voilà, la description de Martinelli. C'est différentes classifications. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y en a qui évaluent la fonction de la langue, mais la plupart évaluent surtout l'anatomie du frein. À l'heure actuelle, on parle de frein restrictif quand il y a une restriction de mobilité de la langue. Contrairement aux photos qu'on vous a mis, ce n'est pas sur photo qu'on diagnostique un frein restrictif. On fait un bilan
complet des mouvements de la langue. Donc, moi qui travaille énormément avec des orthophonistes, il y en a qui vont me mettre le type de frein dans le compte-rendu, que c'est en fonction de la classification et d'autres qui ne le font même pas apparaître parce que comme, ce qu'on retient, c'est la mobilité linguale. Voilà. Donc est-ce que la langue bouge suffisamment? Oui, non. Est-ce qu'il y a une cause anatomique? Oui. Voilà, c'est la façon. Mais en gros, les freins, ils peuvent être trop courts, trop épais, s'insère à trop d'endroits, avec des insertions d'un muscle qui s'appelle le génioglosse aussi. Donc voilà, c'est pas vraiment la longueur en tout cas l'aspect, anatomique du frein qui cause le problème de fonctionnalité. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Parce que je sais que les freins restrictifs, ça fait beaucoup parler. Il n'y a pas que les freins. Sur les causes anatomiques, il y a plein d'autres causes qu'on peut voir en cabinet. Je vous fais juste une aparté pour compléter avec Pauline. Ça, c'est quand même 2-3 heures de notre formation en pratique. C'est-à-dire que c'est hyper important de savoir, malgré tout, repérer, diagnostiquer pour pouvoir réorienter. D'accord? L'idée, elle est là. C'est réorienter comme il faut pour pouvoir travailler avec d'autres professionnels de santé. Oui, effectivement, un trouble de la succion avec ou sans ankyloglossie, donc le terme technique pour frein restrictif, l'ankyloglossie, effectivement, quand vous allez référer vers un autre professionnel, un orthophoniste, un ORL, un kiné ou quoi que ce soit, il faut que vous mettiez si vous suspectez qu'il y a une ankyloglossie ou non, et donc de pouvoir connaître et surtout de pouvoir lire un compte-rendu et de comprendre ce que veut dire le compte-rendu. Donc effectivement, nous, dans la formation, on développe toutes les classifications d'un point de vue théorique, mais par contre, on vous fait bien évidemment évaluer les mouvements de langue en pratique parce que nous sommes ostéopathes et que du coup, nous avons besoin de pratiquer. Voilà. Les autres causes anatomiques, il y en a plusieurs. Donc, la macroglossie, comme la photo que vous pouvez voir en haut avec la grosse langue. Donc, c'est une langue qui prend trop de place et donc forcément, ça entraîne des difficultés de succion. Nous avons une rétrognatsie. La rétrognatsie, donc, vous le savez tous, menton en arrière, ça peut être dû à des pathologies type trisomie 21. On a les fentes palatines. Tout ça, ça entraîne des gros troubles de la succion. On a l'absence de boule de Bichat. Alors ça, à mon avis, pour la plupart, vous n'avez pas entendu parler. Donc, c'est une petite masse graisseuse que les bébés ont au niveau des joues qui permet de créer la dépression intrabuccale. Et chez les bébés nés prématurément ou nés à très petit poids, elle peut être absente et ça peut entraîner des difficultés de maintien du mamelon dans la bouche. Et enfin, on a la laryngomalacie, donc c'est peut-être la pathologie que vous allez voir le plus souvent au cabinet, qui, du coup, la laryngomalacie, du fait du manque de maturité du larynx, entraîne des difficultés de déglutition en particulier. Voilà. On va passer aux causes fonctionnelles. Dans les causes fonctionnelles, donc vous allez avoir l'incoordination du SDR. Donc, le nourrisson, en moyenne, va déglutir 2 fois pour une respiration. Les déglutitions, elles peuvent se produire à toutes les phases de la respiration, mais elles se produisent majoritairement en fin d'expiration. Donc, si le nourrisson il présente une incoordination de ce SDR, la déglutition va interrompre la respiration. Vous allez avoir l'hypotonie, l'hypertonie, le RGO, les troubles sensoriels avec l'hyper ou l'hyposensibilité. Donc, l'hypersensibilité, elle va être surtout retrouvée chez des bébés prématurés ayant des antécédents de nutrition entérale, avec les sondes nasogastriques notamment, ou chez des bébés souffrant de RGO qui, du coup, vont développer cette hypersensibilité parce que vous avez une association négative liée à ça. Donc, malheureusement, plusieurs facteurs peuvent se combiner chez ces bébés. Et vous avez aussi des causes fonctionnelles qui peuvent provenir de la maman. Là, on n'a pas le temps de le développer, mais c'est à avoir en tête. Effectivement, donc ces causes fonctionnelles, c'est quand même des choses qui sont très fréquentes en cabinet. Donc, c'est des choses qu'on
qu'on voit tous les jours, des bébés avec un RGO, et les RGO vraiment entraînent très souvent des troubles sensoriels au niveau de la sphère orale. Donc, c'est très fréquent, par exemple, que les orthophonistes, quand vous travaillez avec eux, ou les kinés, hein, les rééducateurs, disent oui, il y a des difficultés de succion, mais là, d'abord, la priorité, ça va être de traiter le RGO, parce qu'il faut que bébé soit soulagé pour qu'il y ait moins d'informations négatives au niveau de la sphère orale, parce qu'autrement, on ne peut pas travailler, en fait. C'est vraiment des choses pour que, peu importe le rééducateur, il a besoin de travailler en intrabuccal. Nous aussi, ostéopathes, on a besoin de travailler en intrabuccal pour, alors pas que, hein, mais on a besoin de pouvoir travailler en intrabuccal. Et si pour le bébé, il y a un problème sensoriel et surtout une hypersensorialité, eh ben, il faut vraiment diminuer. Si la cause, c'est le reflux, il faut vraiment diminuer la cause. Voilà. Donc, il faut travailler ce reflux-là. Il faut soulager le bébé avant de pouvoir travailler, travailler ça. Voilà. Alors, les impacts possibles. Donc, ça, ils sont nombreux. Donc, on va d'abord parler de la respiration buccale. En théorie, un bébé, comme on l'entend encore souvent, respire uniquement par le nez. Il ne sait pas respirer par la bouche. Dans les faits, une posture de bouche ouverte entraîne une respiration buccale partielle. Donc, et ça, c'est une très mauvaise habitude, parce que du coup, si ça perdure, et ben là, pour le coup, il y aura une respiration buccale partielle, voire totale. On parle de respiration buccale pathologique lorsqu'un enfant respire par la bouche de façon habituelle pendant le sommeil et en dehors des épisodes de rhinite. Cela devient une respiration buccale chronique lorsqu'elle persiste au-delà de 2 ans, qu'elle est présente au repos et pendant le sommeil. Donc typiquement, les enfants qui vont, pendant l'histoire que les parents lisent le soir, ou que vous les voyez au cabinet qui sont comme ça. Ah bah là, forcément, il y a respiration buccale au minima partielle. Ça s'accompagne souvent de signes associés. Il y a des lèvres qui sont entrouvertes, comme je vous ai montré. On a une sécheresse buccale. La nuit, on a des troubles du sommeil très fréquents, des ronflements. On peut faire de l'apnée du sommeil. Il y a une posture céphalique en extension et des troubles oromyofaciaux, hein, donc même dentaires, un palais ogival, une déglutition atypique, une mâchoire pas assez développée. On vous a mis le schéma juste à côté là, hop, d'un faciès adénoïdien. Donc le faciès adénoïdien, c'est en fait, c'est le faciès qui va se développer, avec la respiration buccale. Donc c'est les traits cernés, c'est un visage allongé. Voilà, c'est tout ça, c'est des choses qu'on peut voir directement en anamnèse dès qu'un enfant, un bébé, un adulte rentre dans le cabinet. Donc, ce que ça peut entraîner, les troubles de la succion, c'est cette respiration buccale, ça augmente les risques de troubles ORL, donc d'otite, d'hypertrophie amygdalienne ou adénoïdienne, parce que la respiration buccale augmente la taille des amygdales et des végétations, ce faciès adénoïdien. Ça peut aussi impacter ce qu'on appelle les TAP, ces troubles alimentaires pédiatriques. Donc, c'est le nouveau terme avant qu'on appelait troubles de l'oralité, c'est-à-dire donc l'alimentation du jeune enfant. Donc, ça peut avoir un impact tout simplement parce que si la langue bouge pas très bien, et ben, va pas gérer les morceaux. On va avoir un impact sur les troubles digestifs, comme le disait Camille tout à l'heure. Un bébé qui prend de l'air pendant la prise alimentaire va souffrir de reflux, va souffrir de coliques. Chez un enfant plus grand ou un adulte, d'aérophagie. Voilà. Ça a un impact direct sur le SAOS, ou anciennement appelé TROS, donc les troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Donc, c'est ronflement et apnée du sommeil. Ça va avoir un impact sur les troubles de l'hyperactivité, d'attention et d'hyperactivité, le TDA, tout simplement parce qu'une moins bonne oxygénation, une moins bonne respiration mime les symptômes d'un trouble de l'attention avec hyperactivité.
Donc, à l'heure actuelle, les personnes qui sont formées, les neuropsys et ce genre de choses, s'ils ont un doute, ils peuvent demander une analyse du sommeil de l'enfant avant de poser un diagnostic de TDAH, parce que ça, vraiment, ça mime la symptomatologie. Et bien évidemment, ça peut avoir un impact sur la sphère dentaire au niveau orthodontique et sur la succion non nutritive. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut avoir un impact sur la forme du palais, sur le développement de la mâchoire inférieure, certes, mais sur la mâchoire supérieure. La langue au repos est censée se mettre au palais et du coup, le palais va se mouler autour de la langue. Il va avoir une belle forme de U, comme sur voilà, comme Camille qui nous montre, ou comme sur le schéma en haut. Ça permet d'avoir assez de place pour toutes les dents. Et non pas, mais il y a des retardataires. Hop. Et non pas un palais en V comme vous pouvez voir, parce qu'effectivement, si la langue ne se positionne pas au palais, ça peut entraîner ce genre de forme de palais. La tétine peut entraîner un palais en V. C'est pour ça qu'on vous a mis un petit schéma qu'on a déjà publié, nous, sur les formes de tétine, non pas des recommandations de marque, mais des recommandations de forme. Donc vraiment, tout ce qui est tétine ronde, ça vient augmenter le palais creux, ça vient favoriser un palais creux, ça réduit la taille de la mâchoire et donc ça diminue ça diminue le manque de place pour la langue. Ça a vraiment un impact important, la succion non nutritive aussi. Le pouce, c'est pareil, ça vient creuser le palais, ça vient tracter le maxillaire supérieur en avant. Donc vraiment, il n'y a pas de débat sur la succion non nutritive. Ça, vous pouvez le conseiller à vos parents. Il vaut mieux une tétine que le pouce. Et surtout, il y a tétine et tétine sur le marché. On va favoriser des tétines les plus plates et les plus petites possibles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le petit tips à donner parce que ça joue sur la sphère orofaciale. Voilà. Allez, on passe à comprendre l'intérêt d'une évaluation clinique, le cœur de notre métier, évidemment. L'importance de l'examen clinique, pardon. Donc, évidemment, l'observation, première chose que vous faites quand vos patients rentrent, qu'ils soient dans le cosy, dans les bras, assis devant vous, hyper important de déjà repérer quelques petits signes. Donc, évidemment, comme on disait avec Pauline, la bouche ouverte au repos, un faciès adénoïdien, donc ça va être un petit peu plus sur les bambins. Le bébé baveur, pardon, si vous voyez que le petit arrive directement avec le bavoir autour du cou, les habits tout mouillés, et puis le schéma occlusal aussi pour le bambin. Quand vous l'avez devant vous et qu'il vous parle, pensez à regarder un petit peu si vous avez un bel alignement dentaire. Ça vous donnera déjà une petite indication, à savoir si vous allez observer ça plus tard. Vous avez l'observation de la tétée et du biberon. Ultra important. Nous, avec Pauline, c'est un temps qu'on prend au cabinet parce que ça donne énormément d'infos, hormis le fait qu'on soit formé évidemment sur l'allaitement. Comme on vous expliquait, le fait de voir une ouverture de bouche, un positionnement au niveau du sein, un positionnement au niveau cervical, déjà, ça vous donnait des infos. Et puis, c'est ce qu'on a dit auparavant, parce que parfois, quand vous posez la question aux parents, est-ce que vous entendez un bruit, est-ce que ça fuit, ils vont nuancer, ils vont pas trop savoir vous répondre. Là, ça vous permet, vous, directement de savoir. Parce que les parents, ils n'ont pas forcément de repères. Ils vont vous dire, oui, ça va. Mais vous allez observer, vous allez dire, non, en fait, là, ça va pas. Quand vous entendez énormément de bruit, que le bébé, il s'étouffe, il s'enlève, il revient, que c'est chaotique, les parents, ils s'en accommodent. Le bébé, il prend du poids, ça va, ils en ont pas eu avant. Ils se disent que ça doit sûrement être comme ça. Vous, à force d'observer, vous allez aussi comprendre la norme et voir quand il y a un bébé qui trouve un moyen de s'accommoder à ça, il trouve des manières de s'habituer à la dysfonction qu'il a, là, vous allez pouvoir intervenir et dire aux parents, non, là, on va pouvoir réajuster quelques petites choses. Idem pour le biberon. Hein. Les bébés qui s'étouffent au biberon, il y en a plein. Qui n'arrivent pas à gérer le flot du lait qui arrive, il y en a plein, qui en mettent partout. Encore une fois, le bavoir, si vous voyez que les parents sont obligés de mettre un bavoir autour du cou, c'est pas normal. Donc tout ça, ça vous donne des indications.
Et après, évidemment, vous allez avoir l'examen oral. Hein, donc, ça, c'est notre spécialité en ostéo. Bon, là, qu'on ne peut pas développer, évidemment. Et puis après, vous avez tout l'accompagnement parce que les parents sont beaucoup en demande de ça et on a un vrai rôle là-dedans de par notre temps en consultation, de donner des conseils éclairés. Par pitié, quand vous ne savez pas, dites ça dépasse mon champ de compétence, je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre, ne dites pas des saucisses parce que vraiment les parents ont besoin de conseils, ils vont être très en demande. Donc, n'allez pas au-delà de ce que vous savez faire. Mais par contre, si vous avez des choses à leur dire, c'est super chouette. Et notamment sur la prise alimentaire, là, on est de bons conseils. Et puis, ça peut surtout vous permettre, entre 2 traitements, entre vos consultations, de pouvoir faire patienter le bébé et le parent dans ses inquiétudes. C'est-à-dire que s'il y a un inconfort, le temps que vos traitements puissent être bien mis en place et que ça fonctionne, c'est pas magique. Donc, les conseils vont vous permettre de pallier aussi à ça en attendant. Donc, c'est vraiment super important. Et puis, évidemment, voilà, vous allez pouvoir aussi conseiller sur le contenant, si c'est le biberon, ou une posture au niveau d'allaitement. Ça, c'est des choses qu'on développe pas mal. Je rebondis sur quelque chose qu'a dit Camille. Voilà, vous avez le droit de ne pas savoir et c'est normal sur comment, qu'est-ce que le bébé doit prendre, comment il doit le prendre, que ça soit au sein ou au biberon. C'est un métier qui s'appelle conseillère IBCLC. Elles sont pas que spécialisées dans l'allaitement. C'est peu connu, mais elles peuvent conseiller les parents sur les prises de biberon. Donc, vraiment, plutôt que de dire des choses sur lesquelles vous avez des doutes ou que vous ne maîtrisez pas, renvoyez vers votre réseau de professionnels. C'est leur spécialité. Voilà. Donc, même si on pense qu'elles font que l'allaitement au sein, ce n'est pas le cas. Elles ne font pas que l'allaitement au sein. Donc, on réfère vers les bonnes personnes. D'accord? Et des fois, juste une petite consultation avec cette conseillère, ça débloque complètement la prise alimentaire pour l'enfant parce que ce n'est pas forcément un bébé qui a une problématique de trouble de la succion. Donc oui, vous faites votre travail d'ostéopathe, mais le fait de bien conseiller le parent, ce genre de choses, on n'hésite pas à référer. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on donne beaucoup d'infos parce on n'est pas IBCLC, mais on a une formation solide en allaitement. Donc, c'est vrai que dans la formation, on aborde beaucoup de choses. C'est normal on ne peut pas tout savoir sur tous les sujets. Donc, on réfère vers le professionnel compétent. Voilà. Pour ceux qui sont dans des déserts médicaux, elles font de la visio aussi. Hein, donc, oui. Trouver des gens référents, c'est super chouette. La fameuse anamnèse qui doit être béton, béton, béton. Hyper important là de rien louper. Donc, chez le bébé allaité, il va falloir demander s'il y a eu une tétée d'accueil. Oui, non, et surtout, dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a eu une montée de lait chez maman? Si elle était présente, et l'intensité, et à quel jour post-accouchement. S'il y a une préférence pour le sein, ça va permettre de vous indiquer des choses aussi. Est-ce qu'il y a une douleur? À quel moment intervient la douleur? Est-ce que c'est en début de tétée? Est-ce que c'est en fin de tétée? Pendant toute la tétée? Est-ce qu'il y a des crevasses? Un engorgement? La durée de la prise alimentaire. Est-ce qu'il y a un endormissement systématique au sein? Ça, évidemment, la fatigabilité, ça vous donne des indications. Est-ce que la prise alimentaire va être dysfonctionnelle? Donc, les bruits de bouche, les claquements de langue, les fuites de lait, ça, c'est de la dysfonction au niveau alimentaire. Donc, c'est important de le savoir et du coup, d'aller observer en bouche. Combien vous allez avoir... Excuse-moi, le seul bruit qu'on doit entendre pendant une prise alimentaire, c'est la déglutition. Voilà, ça, c'est la chose importante. Combien vous allez avoir de prises alimentaires sur 24 heures, c'est important, c'est vraiment sur 24 heures, d'accord? C'est pas en journée, en nuit, c'est sur 24 heures. La déglutition, observez cette déglutition, si il mâchonne, si la succion est faite correctement et si vous entendez justement ce que vient de vous dire Pauline, ce bruit de déglutition. Et à quel rythme? Voilà. Avec la coordination justement du SDR. Le positionnement d'allaitement et la position. Alors là, c'est positionnement maman et bébé. Comment chacun s'adapte à l'autre en fonction de quoi? Ça, c'est à vous, avec votre regard justement de praticien manuel, de voir un petit peu pourquoi on est dans ce positionnement et qui s'adapte à l'autre. Les schémas d'hyperextension sont assez
parlant. Est-ce qu'il y a la mise en place d'un bout de sein? Pourquoi ça a été mis en place? Le poids de naissance et le dernier poids, ça c'est très important pour vous aussi. S'il y a des rots et des gaz à chaque fois, en quelle quantité? La quantité des selles, la couleur des selles aussi, très important. S'il y a la mise en place d'une tétine, la marque, pareil, ça va vous donner une indication. Vous avez parfois des parents qui vous disent « Oh oui, j'ai essayé, mais il n'en veut pas, il recrache tout de suite. » Comme on vous disait, normalement, quand on met un truc dans la bouche à un bébé, il tète de manière automatique. Donc ça peut être une petite indication. D'accord ? Et puis voilà, s'il y a des troubles ORL, si vous recevez les enfants un petit peu plus tard, est-ce qu'il a déjà fait un nombre d'otites à répétition? Voilà, ça peut être vraiment des indications pour aller Ou observer. même chez le tout petit, les parents qui vous disent qu'il est enrhumé depuis la naissance et que quand ils leur lavent le nez, il n'y a rien qui sort. Info importante. Pour le biberon, savoir si c'est un choix ou un échec d'allaitement, ça c'est hyper important. On n'est pas là pour juger, mais ça nous donne des indications. Pourquoi ça n'a pas fonctionné dès le départ? Ça déjà, vous pouvez vous dire, la mère va vous raconter une horreur, je saignais dès le départ. Bon, déjà, vous pouvez peut-être aller observer dans la bouche ce qui se passe. La marque du lait, la marque de l'eau aussi, ça peut vous donner des indications par rapport aux troubles digestifs et donc à mettre en parallèle. La marque du biberon, la taille de la tétine évidemment. Quantité, le nombre de biberons sur 24 heures, au même titre que l'allaitement, il faut absolument savoir sur 24 heures. Oui, parce que vraiment, les quantités qu'il y a écrites sur les boîtes de lait sont absolument pas dans le sens de la physiologie de la taille de l'estomac d'un bébé. Donc, quand vous recevez un tout petit bonhomme de 3 semaines et que les parents vous disent qu'il siffle un 150 millilitres en biberon, il y a des choses à revoir. Généralement, c'est le débit de la tétine. Voilà, donc ça, il faut le savoir. C'est important. Et après, ce sont des bébés qui ont mal au ventre. C'est normal. Voilà. Au même titre que pour le sein, la prise alimentaire dysfonctionnelle, bruit de bouche, claquement de langue, fuite de lait, fausse route, tout pareil qu'au sein. D'accord? C'est pas parce qu'il est au biberon qu'il peut pas y avoir ce genre de choses. D'accord? Les rots et les gaz, pareil, on a beau avoir des biberons anti-reflux, anti-coliques, ils nous vendent plein de choses, c'est super. Il faut quand même poser la question, ça arrive. Le nombre de selles, la couleur toujours, et pareil pour les tétines. Pour le bambin, on va quand même adapter avec des petites questions en plus. Oui. Si vous le recevez que à l'âge du bambin, évidemment, si vous ne l'avez pas avant, donc son histoire de vie avec la naissance, s'il y a eu une intubation, s'il a été préma. S'il y a toujours une persistance de succion non nutritive, donc une tétine, un pouce, les doigts, le linge, voilà. La qualité du sommeil, est-ce que quand les parents vont voir leur petit le soir, est-ce qu'ils entendent un bruit, un ronflement, une apnée? Alors des fois, les parents vous disent « Oh, je ne sais pas trop ». Là, vous pouvez tout à fait leur dire « Normalement, vous n'entendez pas votre enfant. Ça ne fait pas de bruit, un enfant qui respire correctement. Donc, si vous entendez du bruit, si c'est bruyant, déjà, c'est qu'il y a quelque chose. » Est-ce qu'il y a une hydratation nocturne? Ça, pareil, il y a plein de parents qui « Ah oui, il boit, il a sa petite bouteille. » Ça, pareil, c'est pas censé se passer quand tout est correct. Généralement, ça veut dire qu'il y a respiration buccale parce que bouche ouverte égale dessèchement de la bouche. Donc, on a soif. L'énurésie, donc on va parler d'énurésie au-delà de 7 ans. Donc, c'est le pipi au lit, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'il y a encore la persistance d'un biberon le matin, le soir, la nuit aussi? Est-ce que la succion persiste? Trouble ORL récurrent, un trouble de l'oralité. Donc, l'oralité peut être langagier ou alimentaire. Pareil, posez des questions ciblées. Ne demandez pas aux parents, est-ce qu'il a un problème avec l'alimentation? Ils vont toujours vous répondre que non, parce que les parents, ça s'adapte, d'accord? Par contre, posez des questions. Les textures, c'est OK, n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme. Mélanger, pas mélanger. Là, vous allez avoir des informations, d'accord? La diversification, est-ce qu'elle a été faite de manière complète ou non? Vous allez être surpris quand vous posez la question. Parfois, vous avez des enfants d'1 an et demi, 2 ans, il en est encore au purée. Il y a des parents qui ont peur ou alors, voilà, c'est l'enfant qui n'arrive pas à passer à l'étape d'après et les parents, ils s'en accommodent. De toute façon, il faut qu'ils mangent. Donc, on donne liquide, c'est pas grave. Savoir s'il y a un réflexe nauséeux important. Est-ce qu'il y a des travaux orthodontiques qui sont mis en place? Une rééducation aussi. Ça, faut savoir que la rééducation, les travaux orthodontiques,
commence très jeune maintenant, hein. Donc, à partir justement des fameuses dents de 6 ans dont on vous parlait tout à l'heure, on peut déjà commencer à mettre des écarteurs de palais, à commencer une rééducation. Donc, n'hésitez pas à poser les questions tôt. Et voilà, l'hygiène dentaire, évidemment, parce que ça aussi, vous serez surpris. Vous avez des parents qui vont vous répondre que non, on ne peut pas laver les dents de son enfant parce qu'il ne supporte pas la brosse à dents dans la bouche, il fait un haut de cœur, ça vibre trop fort, les sensations, pareil, c'est pas normal. Donc là, on vous a mis quand même une anamnèse qui est complète. C'est vraiment toutes les questions qu'on va être amené à poser en consultation avec Camille. On vous a pas oublié de choses. En tout cas, bien évidemment, il y a d'autres choses à dire, mais pas sur la sphère orale. Voilà. Là, on vous a mis absolument toutes les infos qu'on demande aux parents. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une bonne prise alimentaire? Donc, chez un bébé allaité, on s'attend à ce que le bébé soit calme. Le bébé ne doit pas être agité. Qu'il y ait une bonne prise du mamelon en bouche, qu'il ne prenne pas juste que le bout du mamelon. Qu'il ait le nez bien enfoncé dans le sein. Que la tête et les fesses fassent une belle courbe harmonieuse. Le bébé ne doit pas être cassé dans tous les sens. Que le ventre de bébé soit collé au ventre de maman dans quasiment la totalité des positions d'allaitement, que les lèvres soient bien retroussées. Est-ce qu'il en est capable, le bébé? Ou la maman vous dit, bah non, à chaque fois je lui remets, mais bon, ça re-rentre, voilà. Qu'il y ait une bonne fermeture labiale hermétique. Donc, en gros, est-ce qu'il y a des fuites de lait? Il ne faut pas qu'il y en ait. Il faut que maman et bébé soient propres pendant la tétée. Qu'il y ait un bon rythme SDR, donc la succion, déglutition, respiration. En moyenne, on dit qu'il faut que le rythme idéal est de 2 suctions pour une déglutition, une respiration. Ça, c'est la moyenne sur la durée complète d'une tétée. Voilà, il y a des champions de la succion qui font une succion, une déglutition. Et après, au bout d'un moment, quand ça fait déjà 10 minutes qu'on a tété, qu'on s'est bien gavé, bébé, il peut ralentir le rythme. C'est normal. Voilà. Qu'on entende uniquement les bruits de déglutition et pas ce que nous disait Camille dans l'anamnèse juste avant. Que la tête présente une légère extension. Quand vous buvez un verre d'eau, vous ne buvez pas comme ça. On vient dégager les voies orales, donc une légère extension de tête. Et qu'il y ait une bonne durée de prise alimentaire. Voilà. Pour le biberon, on est sur des choses similaires, que le bébé soit calme, qu'il ne soit pas agité. Un bébé agité, on est obligé de faire des pauses. Que bébé soit calme, à condition que papa et maman fassent les 100 pains pendant la prise du biberon. Ça, c'est un signe, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des difficultés. Pareil, qu'il y ait une grande ouverture de bouche, que les lèvres, de la même façon, soient retroussées, que bébé et maman soient propres. Un bébé, même au biberon, ça n'en fout pas partout, il n'y a pas des fuites de lait. Qu'il y ait un bon rythme de succion-déglutition. Donc là, généralement, c'est plutôt dans le sens inverse que pendant la tétée. C'est-à-dire qu'il y a souvent un rythme trop intense chez le bébé. Donc, qui va tousser, qui va avoir du mal à gérer, que les parents vous disent, je suis obligée de faire une pause, parce qu'autrement, le biberon dure 5 minutes. Que le biberon, donc du coup, je rebondis, même si c'est le dernier item, la durée du biberon. Voilà, qu'on n'entende que les bruits de déglutition, tout pareil, et pareil, une tête légèrement en extension. Donc ça, c'est vraiment les choses que vous attendez d'une bonne prise alimentaire au sein ou au biberon, que vous devez voir au cabinet quand vous recevez le duo mère-enfant ou parent-enfant. Ou alors, si vous n'avez pas vu que les parents vous envoient une vidéo, voilà, ce genre de choses. D'accord? Alors, le rôle de l'ostéopathe, eh ben, en tout premier lieu, notre rôle, c'est de lever les tensions, les restrictions qui sont liées à une ankyloglossie ou non, hein, parce que donc un frein restrictif entraîne des tensions, mais pas que. Il peut aussi y avoir des tensions intrabuccales sans frein, au niveau du plancher buccal, comme on vous a dit, la langue elle bouge grâce à 17 muscles, ça fait un paquet de muscles où il peut y avoir des petites tensions. On va venir en soutien, en accompagnant en pré- et en post-frénotomie quand il y a chirurgie. On va intervenir sur les troubles comme je disais, de la succion avec ou sans ankyloglossie.
comme nous sommes des professionnels de première intention, qu'on voit souvent les bébés très tôt, c'est très important de pouvoir travailler en réseau et de réorienter vers les professionnels compétents. Donc, en numéro un pour nous, c'est les IBCLC, parce qu'avec Camille, on travaille énormément avec elle. Oui, on a beau être formé en allaitement, on n'est pas conseillère IBCLC, hein. Voilà, ce sont les professionnels les plus adaptés pour les difficultés de succion, d'allaitement, pardon. Vers les rééducateurs, orthophonistes ou kinés. Donc, par exemple, sur le secteur de Camille, c'est quasiment que des kinés qui interviennent. Et moi, sur Bordeaux, je travaille quasiment qu'avec des orthophonistes sur les troubles d'attuition du bébé. Et tous les autres pros qui sont formés, bien évidemment. Donc, ça peut être ORL, chirurgien dentiste ou quoi que ce soit. On va venir donner des conseils hygiéno-diététiques. Donc, pour venir accompagner le parent en attendant la prise en charge d'un autre professionnel ou pour compléter nos séances. Voilà. Notre atout majeur, c'est la durée de la consultation. C'est pour ça que l'ostéopathie pédiatrique est en vogue, parce que nous, ce qu'on fait, c'est on fait des troubles, voilà, des petites tensions, et on prend le temps. Un pédiatre vérifie la pathologie. Un bébé qui prend du poids, peu importe ce qui se passe à côté, n'est pas pathologique. C'est pour ça qu'ils disent que ça va passer avec le temps. Eux, ils sont là pour s'occuper de la pathologie, donc vraiment de la bonne santé de l'enfant. Ils n'ont pas de temps à accorder la plupart du temps, les médecins. Ils sont sous l'eau, ils sont en manque d'effectifs cruellement. Nous, on a ce temps-là à accorder aux parents et donc de bien les conseiller. Voilà. Les approches pluridisciplinaires. Donc, les rééducateurs en oromyofonctionnel. OMF, c'est oromyofonctionnel. Il va évaluer et traiter les troubles oromyofaciaux, donc l'anatomie et la fonction en particulier. Il va cibler la motricité, mais la sensibilité et la physiologie aussi. Ses objectifs, c'est que bébé ou l'enfant ait une conscience de la sphère orofaciale, une tonification si nécessaire des muscles, une stimulation de la succion déglutition et un gros travail sur la sensibilité bucco-pharyngée. Donc, le rôle clé, c'est d'évaluer les réflexes oraux, la fonction linguale, et c'est eux qui vont généralement poser le diagnostic de frein restrictif si nécessaire. Donc, vraiment, c'est un rééducateur, il va donner des exercices à faire aux parents et à l'enfant, bébé ou bambin. Ce n'est pas une séance tous les 10-15 jours chez le rééducateur qui va faire la différence. C'est le travail des parents et ça, c'est aussi votre travail de leur expliquer que le gros du travail, c'est eux qui vont le faire à la maison. Les IBCLC, et ben, tout simplement, elles sont les spécialistes de l'allaitement. Donc, elles sont là pour conseiller sur les postures, la prise du sein, le transfert du lait, sur les aides à l'allaitement, sur soulager les douleurs d'allaitement, sur les bébés qui prennent pas assez de poids en allaitement. Voilà, elles sont là vraiment, pour préparer à l'allaitement, mais surtout, elles ont un rôle clé et essentiel en cas de symptomatologie chez la mère ou chez le bébé sur l'allaitement. Voilà. Et enfin, le rôle du chirurgien, donc dentiste ou ORL, ils viennent en complément de la rééducation. Si en fait la rééducation n'est pas suffisante pour récupérer la fonction de la langue déjà mise en place, et du coup, il y aura une chirurgie qui sera envisagée. Il y a différents types de chirurgie que on ne peut pas vous énumérer aujourd'hui, ça ferait trop, en fonction du type de frein et en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà. À savoir que la chirurgie va être mise en place uniquement s'il y a un échec de la thérapie manuelle. Ils ont fait des études là récemment, parce que comme on s'est beaucoup fait taper sur les doigts à tort là-dessus, ils se sont rendus compte qu'il y avait 70% des cas d'enfants avec une ankyloglossie qui étaient réglés grâce à la thérapie manuelle. Donc, c'est hyper important de d'abord référer justement à un rééducateur, OMF, qui après, lui, suite à sa rééducation, prendra la décision d'envoyer sur une prise en charge chirurgicale. Ça reste pas anodin, ça reste de la chirurgie malgré tout. Oui, et d'ailleurs, je rebondis. Un bébé où les parents vous disent qu'à la maternité, ils ont coupé le frein, il n'y a pas eu de rééducation après, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui est réglé. Voilà. Peut-être que maman a moins mal, et tant mieux, mais par contre, il n'y a rien qui est réglé au niveau de la sphère orofaciale pour l'enfant. Parce que la langue, en fait, ne sait pas bouger. On a coupé, mais on ne lui a pas appris à bouger.
Donc vraiment, c'est une ineptie de couper en maternité si ce n'est pas si le patient n'est pas accompagné au minima par une conseillère en allaitement quand il y a un allaitement et surtout par un rééducateur. Voilà. Ouais. Bon, l'idée sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est sûrement ce que vous avez un petit peu eu au cabinet, hein, un bébé qui n'arrive pas à téter, des parents qui sont épuisés, et vous avez l'impression qu'il vous manque un peu une petite puzzle, une pièce du puzzle, pardon. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a créé cette formation. La formation là qu'on donne au mois de juin et au mois de novembre, c'est vraiment pas que de la théorie, hein. C'est une formation qui est pensée pour que vous repartiez avec des méthodes claires, une évaluation complète et surtout des protocoles pratiques que vous allez pouvoir appliquer directement en consultation le lendemain de notre formation. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez plus de doute et que vous sachiez quoi observer, quoi tester et quoi traiter et à quel moment orienter. C'est vraiment ça qui est hyper important. On va aussi travailler sur des cas cliniques concrets. C'est ce qui va vraiment faire la différence pour être capable de comprendre rapidement et puis d'aider de manière efficace vos patients. Donc voilà, si vous voulez gagner en confiance, en précision et devenir vraiment une référence dans ces prises en charge, notre formation est faite pour vous. Hein, donc n'hésitez pas et rejoignez-nous. Voilà. Exactement. Pour le moment, nous n'avons eu aucune question. On s'est gardé un petit temps d'échange. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Sinon, on vous libérera. Ceux qui n'ont pas de questions, si vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Et pour les autres, soit vous passez par le mieux, c'est que vous passiez par le chat, ou alors vous avez le petit bouton lever la main en bas de votre écran. Bon. Non? Bon, ben super. Ah. Alors, peut-on refaire un point sur les quantités de lait en fonction des bébés? Je suppose, Marion, que ta question, c'est la quantité de lait qu'on doit donner en fonction de l'âge de bébé, c'est ça? Déjà, sur l'allaitement, super. Sur l'allaitement, ça, c'est à la demande. Il y a une autorégulation qui se fait. Il faut savoir que la satiété, que ça soit chez le bébé ou chez l'adulte, ça arrive au bout de 15 à 20 minutes. Donc déjà, ça doit un bébé, ce qui doit vous alarmer, en fait, c'est une prise alimentaire au biberon en particulier qui dure moins d'un quart d'heure. Merci beaucoup, bonne journée. Une prise alimentaire qui dure moins d'un quart d'heure et pour un bébé qui prend une très grosse quantité de biberon, ça doit vous alarmer en fait. Un bébé qui prend une quantité effectivement qu'on pourrait trouver importante, mais il le prend en 20 minutes, bébé est calme ou quoi que ce soit, là, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est vrai que on peut voilà, on ne peut pas tout développer, on ne peut pas te développer aujourd'hui, là, on ne peut pas te développer à chaque âge la quantité que prenne un bébé. Mais par exemple, dans le premier mois, un bébé doit prendre dans les premiers jours 60 millilitres et dans le premier mois, il ne doit pas dépasser au maximum les 120 millilitres. Donc, un bébé d'1 mois qui prend un biberon de 150, c'est monstrueux. Voilà. C'est sachant que. Vas-y, Camille. Non, c'est juste, en fait, ce qu'on développe, c'est la taille de l'estomac jusqu'à 6 mois, qui va déjà vous donner une référence. Et après, évidemment, ce que dit Pauline, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à nuancer en fonction de l'enfant, en fonction de la maman. C'est difficile de vous répondre comme ça. Ouais. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça qu'on développe beaucoup ça dans la formation. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup d'informations sur la marque du biberon, la taille de la tétine, la maman, si elle est très bonne productrice, si elle a un réflexe d'éjection fort. Voilà. Mais évidemment, ça vous donne des petits indicateurs pour vous alarmer ou non. Mais c'est surtout lié à la physiologie et à l'anatomie. Ouais. Donc, c'est ce que disait Pauline, c'est la taille de l'estomac qui va permettre de vous définir aussi la quantité à prendre, encore une fois, sur 24 heures. J'espère que c'est suffisamment complet, Marion. Alors, l'énurésie est un signe de trouble de la succion à cause de la prise d'eau pendant la nuit. Alors, c'est pas… Non, c'est Camille, je te laisse répondre.
En fait, ça va être lié à, enfin, la respiration buccale va diminuer la sécrétion de l'ADH qui du coup agit sur la vasopressine et donc réduit la capacité à retenir le sphincter et donc à avoir envie d'aller faire pipi. Donc, ça, c'est la raison principale. La deuxième raison, effectivement, c'est ce que je disais. Effectivement, le fait d'avoir la bouche ouverte, et ben, du coup, il y a un assèchement qui se fait. Donc, les gens qui font ça ont tendance à avoir la pâteuse ou à boire la nuit. Mais ce n'est pas un signe de trouble de la succion. Comme on a dit, l'énurésie, déjà, on parle d'énurésie que passé 7 ans, hein. D'accord? Il y a pas de souci. Les tétines mâchouillou, vous recommandez? Ben, ça dépend pourquoi. Voilà. Ça peut être une aide à un arrêt de la tétine, ça peut Ouais, être comment on dit, un un sevrage. transfert. Voilà, merci, c'était le mot. Mais ça reste de la succion en fait. Comme vous allez téter des doigts, un lange, ça prend moins de place en bouche. Malgré tout, vous entretenez une langue qui va être basse parce que c'est intercalé. Donc c'est pas idéal. Avec plaisir. D'autres questions? Ben, en tout cas, j'espère qu'on vous a apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas, vous avez pour ceux qui ont pris en cours, vous avez le replay que vous allez recevoir sous quelques jours. Parce qu'il y a un petit montage à faire et il reste quelques places pour juin, pour novembre bien sûr, c'est ouvert les inscriptions aussi, mais il reste quelques places pour la formation qui est le 18 juin. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous inscrire. Ah oui, info importante, surtout les personnes qui étaient présentes au webinaire ont 10% sur le prix de la formation. Voilà. Le lien vers la formation est sur, vous allez l'avoir par mail. Vous recevez par mail le lien pour la formation et la réduction sur le prix de la formation. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et j'espère vous voir peut-être dans un mois. À bientôt. Au revoir. À bientôt.